Au cœur du rythme effréné de Hong Kong, derrière les lumières scintillantes, se cachent des coins sombres et mystérieux. Là-bas, un groupe de femmes, appelées les Sœurs PHNG, gagnent leur vie en vendant des fleurs dans une zone floue de la loi. En mars 2008, un meurtre horrible a secoué toute la ville. En quelques jours seulement, plusieurs victimes ont été tuées de manière brutale, et le point commun effrayant était qu'elles faisaient toute partie des Sœurs PHNG. Était-ce une simple coïncidence, ou y avait-il un plan machiavélique derrière tout cela? Un plan cruel soigneusement calculé? Vous regardez la chaîne Affaires criminelles réelles, où nous explorons ensemble les affaires les plus mystérieuses et les histoires les plus étranges. Comme d'habitude, avant de commencer à décrypter les mystères de l'affaire d'aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour nous soutenir. Merci beaucoup. Tôt dans la matinée du 15 mars 2008, la police de Hong Kong a reçu un appel d'un homme paniqué. Il a déclaré qu'il n'avait pas pu joindre sa femme depuis la veille. Un mauvais pressentiment l'a poussé à se rendre sur son lieu de travail, mais une scène horrible l'attendait, sa femme était morte. Après avoir reçu l'alerte, la police est immédiatement arrivée sur les lieux, un immeuble situé sur la rue NGLC Nguyen Lang, couvert d'annonces, dont beaucoup étaient des publicités pour les Sœurs PHNG. Le papier jaune et les caractères rouges étaient si voyants que tout le monde pouvait les remarquer facilement. À Hong Kong, PHNG-T n'est pas le nom d'une personne, mais un terme désignant un groupe de femmes exerçant un métier particulier, vivant dans une zone grise de la loi. La pièce où le meurtre a eu lieu était d'une simplicité pitoyable, avec seulement un lit double et une petite salle de bain. Partout, des traces de fouilles étaient visibles. Le portefeuille sur la table de chevet avait disparu. Dans la salle de bain, la police a trouvé la victime, son cou serré par un tuyau, signe qu'elle avait subi une torture horrible avant de mourir. La cause du décès a été déterminée comme étant une asphyxie. La victime, Thi Minh Lan, 35 ans, était mariée à un homme de 74 ans et avait un enfant. D'un point de vue financier, la famille n'était pas dans le besoin. Ils possédaient 2 maisons et pouvaient gagner 10 000 $ de Hong Kong par mois simplement en les louant. Mais avec l'âge, son mari n'était plus capable de travailler. Pour maintenir le niveau de vie de la famille, il a fermé les yeux sur le travail de sa femme, lui demandant seulement de l'appeler chaque jour pour lui dire qu'elle allait bien. Mais la vie n'est pas un conte de fées, et ce que cet homme redoutait le plus est arrivé. La police a inspecté les lieux et n'a trouvé aucun signe d'effraction, ce qui suggère que le meurtrier était peut-être une connaissance de la victime ou au moins un client. Après la transaction, il a agi brutalement, volé les biens et est parti. Mais avec si peu d'indices, il était difficile de trouver le coupable rapidement. Le soir même, alors que la police était encore occupée à enquêter, un autre appel a été reçu. La personne qui a signalé l'incident était également une sœur PHNG, sa voix tremblante et pleine d'inquiétude. Elle a raconté que peu de temps auparavant, son ami proche, Ton Tu Mn, l'avait appelée. La voix de Tu Mn était faible et paniquée, elle a seulement réussi à dire « Je suis en danger », puis la ligne a été coupée. Sentant que quelque chose n'allait pas, elle s'est précipitée à l'appartement de Tu Mn sur la rue Oenan IB. En arrivant, elle a rencontré un jeune homme d'origine sud-asiatique, visiblement tendu, d'une vingtaine d'années, qui sortait en hâte. Elle n'a pas eu le temps de réfléchir, a pris la clé de secours et a ouvert la porte. Mais en entrant, une scène horrible s'est présentée à elle. Tu Mn était allongé immobile sur le sol du salon, respirant à peine, vêtu seulement de sous-vêtements. La pièce avait été fouillée, l'argent avait disparu. Après avoir reçu l'appel, les autorités sont rapidement arrivées et ont emmené Tu Mn à l'hôpital. Selon les informations de sa famille, Tu Mn, 30 ans, avait divorcé et élevait seul son fils de 7 ans. Pour offrir une meilleure vie à son enfant, elle avait choisi ce métier pour gagner sa vie. Après l'incident, le garçon a été emmené à l'hôpital pour voir sa mère. En voyant sa mère inconsciente sur le lit, les yeux innocents du garçon ont rougi, les larmes coulant sans arrêt. Le lendemain matin, malgré les efforts des médecins, Ton Tu Mn n'a pas survécu à ses blessures graves. L'autopsie a révélé qu'elle avait été attaquée avant sa mort, avec des marques d'étranglement sur le cou. La cause du décès a été déterminée comme étant une asphyxie. En inspectant les lieux, la police a découvert que le système de caméra dans l'escalier de l'immeuble avait été coupé, et même la caméra extérieure était en panne au moment du crime, rendant l'identification du meurtrier extrêmement difficile.
Le propriétaire d'un magasin au rez-de-chaussée a déclaré que cette zone comptait de nombreuses femmes exerçant ce métier. Elles vivaient souvent seules, sans protection, et la sécurité environnante n'était pas assurée. Cela en faisait des cibles faciles pour les personnes mal intentionnées. En seulement 2 jours, 2 personnes avaient été tuées, et les méthodes de crime présentaient de nombreuses similitudes, suggérant que le coupable ne cachait pas ses traces et agissait de manière audacieuse. La nouvelle s'est rapidement répandue, semant la panique parmi les personnes exerçant le même métier dans la région. Beaucoup ont décidé de fermer temporairement pour éviter le danger. Cependant, la tragédie ne s'est pas arrêtée là. Le soir même, vers 23 heures, la police a reçu un autre appel signalant qu'une femme avait été retrouvée morte dans sa maison. Cette fois, la scène du crime était un appartement sur la rue Kung Fuk, dans le quartier de Hebei. Fait notable, cet endroit n'était qu'à une rue de l'endroit où le crime précédent avait eu lieu. La victime était Kiu Nguyen, 35 ans. Son ami proche, après plusieurs tentatives infructueuses pour la joindre, s'est rendu sur place. En arrivant, la porte était entr'ouverte. En poussant la porte et en entrant, elle a été choquée de voir Kiu Nguyen allongé immobile sur le sol, son corps froid. Contrairement aux victimes précédentes, Kiu Nguyen était encore habillé, mais son cou portait des marques d'étranglement. À côté de la victime se trouvait une serviette. L'autopsie a déterminé qu'elle était décédée avant Tontu Mn, mais toujours dans les 24 heures précédentes. La pièce avait été fouillée, le téléphone et l'argent avaient disparu, et des traces de lutte étaient visibles sur le sol. Sur la base des points communs, la police a conclu que les 3 crimes avaient été commis par le même tueur. Ces incidents successifs ont créé une atmosphère tendue, les habitants commençant à craindre pour leur propre sécurité. Ils espéraient que la police trouverait rapidement le coupable. Il est à noter que les femmes exerçant ce métier opéraient souvent selon un modèle, une maison, une personne, une pratique assez courante à Hong Kong, où chaque appartement était occupé par une seule personne sans intermédiaire. Cette forme d'activité n'était pas tout à fait légale, mais existait dans une zone grise de la loi. Travaillant seule, elle manquait de protection et devenait des proies idéales pour les criminels. Une femme exerçant le même métier a partagé avec les médias qu'une de ses collègues avait déjà été agressée dans la rue auparavant. Mais aujourd'hui, la situation s'est aggravée, la laissant constamment dans l'angoisse de devoir se protéger. Elle a installé une caméra devant sa porte et est devenue plus prudente lorsqu'elle reçoit des clients. Du côté de la police, ils ont rapidement renforcé les patrouilles dans les zones sensibles, déployé des forces en permanence 24h/24 et appelé les citoyens à fournir des indices. L'indice le plus crucial est venu d'une amie proche de Sun Xiuman, qui a déclaré que le jour du crime, elle avait vu un homme d'Asie du Sud quitter le bâtiment. Il semblait suspect, âgé d'environ 20 ans, mesurant 1,70 mètres. La police a vérifié les images du système de surveillance du bâtiment et a confirmé qu'un homme d'Asie du Sud était bien présent au moment du crime. Malheureusement, l'image était trop floue pour identifier clairement son visage. Selon les témoignages des habitants, de nombreuses personnes d'origine sud-asiatique fréquentent cette zone, mais la plupart d'entre elles causent des problèmes. Si ce n'est pas nécessaire, les femmes évitent de recevoir ces clients. Une fois, Sun Xiuman avait refusé un client sud-asiatique et celui-ci s'était mis en colère, frappant violemment à la porte et essayant même de forcer l'entrée. La scène était terrifiante. Alors que la police enquêtait encore, une autre victime, Tang Xiaofan, 27 ans, a été retrouvée morte le 17 au soir. Son amie, inquiète de ne pas avoir de nouvelles, a alerté la police. En arrivant sur les lieux, la police a découvert Tang Xiaofan agenouillé devant les toilettes, la tête immergée dans l'eau, enveloppée de plusieurs serviettes. Son visage était huméfié, ses yeux exorbités, du sang coulait de son nez et sa langue était serrée entre ses dents. Les résultats de l'autopsie ont révélé qu'elle était morte d'asphyxie dans les 24 heures précédentes. Ironiquement, l'appartement n'était pas censé être utilisé par Tang Xiaofan ce jour-là. Une amie devait y recevoir des clients, mais par peur des récents meurtres, elle avait demandé à Tang Xiaofan de la remplacer. Les 4 victimes étaient des femmes immigrées du continent, âgées d'une trentaine d'années, avec de longs cheveux et une silhouette bien proportionnée. Tout avait été volé. La police a estimé que le motif du crime n'était pas seulement le vol, mais aussi un grave problème psychologique. Le tueur avait peut-être été blessé par une femme aux caractéristiques similaires, ce qui avait engendré une haine et une volonté de vengeance. Une autre hypothèse suggère qu'il aurait grandi dans un environnement complexe, avec une mère exerçant le même métier,
ce qui aurait influencé sa psychologie. Le tueur aurait pu suivre ses victimes en ligne avant de passer à l'acte. La police a reçu un indice crucial après le meurtre de 11e Kiawayan. Son téléphone avait été utilisé par quelqu'un. En suivant le signal, la police a identifié un jeune homme de 23 ans d'origine pakistanaise, Razak. Les images de surveillance ont confirmé que Razak était l'homme sud-asiatique vu par l'ami de Sun Xiumin. Razak n'a pas essayé de se cacher et a même appelé son frère pour demander de l'argent, laissant entendre qu'il avait commis un grave méfait. La police a contacté son frère, qui a accepté de coopérer pour arrêter le meurtrier. Razak a été arrêté à Macao le 17 après-midi. Il a rapidement avoué ses crimes. Razak et sa famille avaient immigré à Hong Kong dans son enfance. Bien qu'il parlait couramment le cantonais, il vivait de manière isolée, travaillant occasionnellement dans un garage. Il était paresseux et irresponsable, souvent puni pour avoir travaillé en secret. Sa vie personnelle était désordonnée, il était accro aux jeux et fréquentait des endroits malfamés. Après avoir perdu des milliers de dollars au jeu, il était dans un état de tension extrême. En voyant une publicité de la première victime, Ming Lan, il l'a contactée. Après une rencontre normale, il l'a étranglée et l'a volée. Au lieu de paniquer, il a ressenti une excitation étrange, comme s'il avait découvert un nouveau passe-temps macabre. Cela l'a poussé à tuer 2 autres victimes, Sun Xiumin et 11e Kiawayan. Cependant, Razak a nié être impliqué dans la mort de Tang Xiaofan. L'autopsie a révélé que Tang Xiaofan avait été tué entre 15h et 17h le 17, moment où Razak fuyait vers Macao. La police a confirmé qu'il n'était pas sur les lieux du crime. Cela suggère qu'un autre tueur pourrait être en liberté. La police a examiné la scène du crime de Tang Xiaofan, où des dizaines d'empreintes digitales ont été trouvées, mais tout avait des alibis. Les soupçons se sont alors portés sur le mari de la victime, qui avait quitté Hong Kong immédiatement après le crime. Certains pensent qu'il aurait pu imiter les méthodes du tueur en série pour détourner l'enquête. La police a tracé le téléphone de Tang Xiaofan jusqu'à un prêteur sur gage, où un homme avait vendu le téléphone. Les images de surveillance ont montré un homme de grande taille, différent du mari de la victime, utilisant la carte de Tang Xiaofan pour faire des achats. Le 20 mars, la police a arrêté le suspect, Lin Pefan, 33 ans, mesurant 1,85 m, ancien cuisinier licencié sans raison claire. Lin Pefan a avoué être impliqué dans la mort de Tang Xiaofan, mais a nié toute préméditation. Comme Razak, Lin Pefan était un joueur compulsif. Après avoir perdu tout son argent, il s'est endetté et a planifié un vol. Les récents meurtres à Hong Kong lui ont donné une idée. Il a contacté Tang Xiaofan, convenu d'un prix, et l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Il a ensuite enveloppé son visage avec des serviettes pour l'empêcher de crier, fouillé la pièce et pris tout ce qui avait de la valeur avant de partir. Bien que les méthodes des 2 tueurs soient similaires, il s'agissait en réalité d'une coïncidence effrayante entre 2 criminels complètement différents. Après le crime, Lin Pefan a utilisé la carte de crédit de Tang Xiaofan pour faire des achats et a vendu une partie des biens volés pour continuer à jouer. Cependant, quelques jours plus tard, il a commis une erreur qui a conduit à son arrestation. Avec les 2 tueurs derrière les barreaux, les habitants ont enfin pu respirer. Les autorités ont déclaré que cette affaire était un avertissement pour ceux qui envisagent d'exploiter les circonstances particulières des victimes pour commettre des crimes. Ils ne pourront pas échapper à la loi. Les forces de l'ordre ont également présenté leurs condoléances aux familles des victimes, espérant qu'elles pourront retrouver la paix après ces tragédies. De nombreux habitants se sont rendus sur les lieux des crimes pour déposer des fleurs et exprimer leur profonde tristesse. 1 an après les faits, en 2009, Lin Pefan et Razak ont été jugés. Cependant, Razak a soudainement changé sa déclaration, affirmant qu'il avait été contraint de participer au crime. Selon lui, en raison de ses dettes de jeu, il avait été forcé par ses créanciers de récupérer de l'argent auprès de 3 femmes. Les créanciers lui avaient promis d'effacer sa dette s'il accomplissait cette tâche. Razak a accepté, faisant semblant d'être un client pour approcher les victimes, permettant aux créanciers d'entrer chez elles. Il est parti immédiatement après, ignorant que les 3 victimes avaient été tuées. Lin Pefan a également plaidé sa cause, admettant avoir volé Tang Xiaofan mais niant toute intention de la tuer. Selon lui, lors d'une altercation, Tang Xiaofan était tombé et s'était cogné la tête sur les toilettes, perdant connaissance. Profitant de l'occasion,
Il lui avait enveloppé le visage avec des serviettes pour l'empêcher de crier, puis avait fouillé la pièce et pris les objets de valeur avant de partir. Ce n'est qu'après avoir vu les nouvelles qu'il a appris qu'elle était morte. Le procès a eu lieu en mars et juillet 2009. Après délibération, la Haute Cour de Hong Kong a condamné Lim Pei-Fan et Razak à la réclusion à perpétuité pour meurtre. Cependant, malgré la même sentence, leurs destins ont divergé. Refusant le verdict, Lim Pei-Fan a fait appel. En 2011, la Cour d'appel a rouvert le dossier. Les juges ont noté que lors du procès initial, le président n'avait pas clarifié des détails importants du rapport d'autopsie, ce qui aurait pu influencer le jury. L'objectif de l'appel était de déterminer si Lim Pei-Fan était réellement responsable de la mort de Tang Xiaofang. Selon l'autopsie, il n'y avait pas de signe de strangulation ou de blessure grave au cou et à la gorge de Tang Xiaofang, suggérant qu'elle n'avait pas été étranglée. Cela signifiait qu'il était possible qu'elle soit tombée et se soit cognée la tête, perdant connaissance. Bien que la cause de la mort soit l'asphyxie, la raison principale n'était pas les serviettes sur son visage, mais sa position penchée qui bloquait ses voies respiratoires. Si Tang Xiaofang était effectivement tombé et avait perdu connaissance, cela signifiait que Lim Pei-Fan ne l'avait pas directement tué. L'avocat de la défense a soutenu que l'objectif de Lim Pei-Fan était clairement de voler pour rembourser ses dettes et non de tuer. Au cours des 3 années de détention, sa famille avait remboursé toutes ses dettes de jeu, compliquant encore l'affaire. Sur la base des enquêtes et des éléments présentés lors de l'appel, la Cour a rendu un verdict choquant. Lim Pei-Fan n'était pas coupable de meurtre, mais devait être tenu responsable de violences ayant entraîné des conséquences graves. Sa peine a été réduite à 9 ans de prison. Le juge a souligné que les actions de Lim Pei-Fan étaient cruelles et qu'il avait ignoré la vie de la victime. Bien qu'il n'ait pas été reconnu coupable de meurtre direct, il devait être puni de manière appropriée. Face à ce verdict, Lim Pei-Fan est resté calme, s'inclinant profondément pour exprimer sa gratitude envers le jury et la cour. Il a également présenté ses excuses à la famille de la victime par l'intermédiaire de son avocat. En revanche, Razak a été dévasté en apprenant qu'il était condamné à perpétuité. Son frère, présent au procès, a quitté la salle d'audience en larmes, refusant de répondre aux questions des journalistes. Tout le monde pensait que l'affaire était close, mais en 2016, une nouvelle choquante a relancé les doutes. Le 3 novembre 2016, un incident s'est produit à la prison de Shek Peak. Vers 6 heures du matin, les gardiens ont découvert Razak dans un état critique. Il avait utilisé ses vêtements de prisonnier pour se pendre. Immédiatement, les gardiens l'ont secouru et l'ont emmené à l'hôpital, mais tous les efforts pour le sauver ont échoué. L'autopsie a confirmé qu'il n'y avait aucun signe d'irrégularité, concluant à un suicide. Cependant, la famille de Razak n'a pas cru à cette conclusion. Son frère a révélé que Razak s'était plaint d'être maltraité en prison, d'être transféré de cellules fréquemment et même d'être placé en isolement sans raison. Razak avait déposé des plaintes, mais la situation n'avait pas changé. Le frère de Razak a également contesté les conclusions de la prison, affirmant que Razak était optimiste et attendait d'être transféré dans son pays natal pour purger sa peine. Il avait même l'intention d'écrire à sa famille pour les encourager à immigrer en Australie. Pourquoi aurait-il soudainement agi de manière si négative? Refusant d'accepter les conclusions de la prison, la famille de Razak a intenté un procès. Les médecins légistes ont été convoqués pour examiner plus en détail la cause du décès. Selon le rapport, les marques sur le cou de Razak correspondaient à une pendaison, sans signe de lutte. Les psychologues ont également révélé que Razak avait des tendances antisociales et avait simulé des troubles mentaux pour éviter des responsabilités. Sur la base de ces preuves, la prison a affirmé qu'il n'y avait pas de discrimination envers les détenus étrangers et que Razak savait comment déposer des plaintes, mais n'avait pas fourni de raisons claires. Après plusieurs audiences tendues, le jury a voté 4-1 pour conclure que Razak s'était suicidé, sans intervention extérieure. Le tribunal a finalement clos l'affaire. Ainsi, cette affaire s'achève avec 4 vies, 4 destins, tous tragiquement terminés. Mais derrière ces pertes, la vérité a-t-elle été pleinement révélée? Razak s'est-il vraiment suicidé, ou y a-t-il encore des zones d'ombre? Le système judiciaire a-t-il accompli sa mission, ou reste-t-il des lacunes qui piègent les plus vulnérables dans des impasses sans issue? Que pensez-vous de cette affaire? Laissez votre avis dans les commentaires pour en discuter. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines affaires criminelles classiques sur la chaîne Affaires criminelles réelles.